qu'est-ce qu'on fait quand on est dans l'école et qu'on n'est pas bien, par exemple? À qui on s'adresse, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut trouver sa voie, comment est-ce que ces gens-là ont eu le courage et l'énergie de passer outre cette démotivation. Je sentais dans chaque histoire que les gens, chacun de son côté, essayer ce qu'il pouvait, et même les jeunes, beaucoup disaient pas nécessairement que les profs s'en fichent, etc. C'était pas du tout leur langage. Ça allait plus dans le sens de dire, moi j'étais avec mon problème, les profs essayaient de faire des choses de leur côté, et chacun se battait comme il pouvait dans ce que j'appellerais une grande solitude partagée. Naturellement, pour moi, l'humain, il a envie d'apprendre. Donc un enfant qui n'a plus envie d'apprendre ou qui n'arrive pas à apprendre, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'ils ont d'abord besoin d'intégrer ce que dit l'adulte pour le transformer en moi-je et pour pouvoir le réutiliser. Laissez-nous le droit de sortir un petit peu du programme, non pas pour ne pas faire le programme, mais quand il y a un enfant où le programme c'est juste du par cœur et qui ne comprend rien à ce qu'on lui apprend, il ne va pas se construire avec ça. En plus, il risque de partir avec un sentiment d'échec, un sentiment de ça ne sert à rien. Et donc là, il va falloir qu'on puisse mettre de la vie dans le programme. Et ça, il faut que l'enseignant il ait cette main-là. Le plaisir d'apprendre et la reconstruction de soi à travers ce plaisir d'apprendre ne s'effectue pas nécessairement à travers les apprentissages que l'école valorise en priorité. Ça peut s'effectuer à travers des activités qu'on appelle culturelles, on le voit dans le film, il y a une jeune fille qui nous l'explique très bien. Ça peut aussi se faire à travers ce qu'on appelle les activités manuelles, à tort parce que des activités manuelles sont des activités qui sollicitent profondément l'intelligence. Démonter un moteur sollicite autant d'intelligence que démonter un texte d'Aristote, et on peut y prendre très largement autant de plaisir. Il n'y a aucune activité qui, si elle est exigeante, bien menée, si elle est l'occasion d'un véritable exercice de l'intelligence, ne soit pas véritablement formatrice pour quelqu'un. Bon, Isabelle, je crois vraiment fondamentalement dans l'éducabilité de l'autre. Et toute la vie, tout au long de la vie, pas que quand ils sont petits. Et si je ne crois plus dans l'éducabilité de l'autre, il faut que j'arrête de vouloir éduquer. Sinon, forcément, je lui envoie comme message, mais de toute façon, c'est peine perdue, de toute façon, ça ne servira à rien. Voilà, j'ai plus l'énergie de vie. Je suis dans un message morbide. Donc l'enseignant, il faut qu'il retrouve ça pour lui-même. Parce que moi, en tant qu'enseignante, il faut que j'ai du plaisir à apprendre. Et il faut que j'ai du plaisir à transmettre. Mais plus du plaisir à apprendre. Parce que si j'ai toujours envie d'apprendre, je vais toujours aller apprendre. Moi, je continue à chercher, je continue à apprendre. C'est ça que j'aime dans ce métier. C'est que chaque fois, c'est un peu différent, parce qu'il n'y a pas deux humains qui fonctionnent pareil. Donc chaque fois que je suis devant un enfant, la problématique n'est pas la même. Donc il faut que j'arrive à rentrer en relation avec lui, il faut que je comprenne comment il se positionne. Voilà, et c'est ça qui fait tout l'intérêt du métier. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a une difficulté, une embûche, quand il y a une humiliation, quand il y a une sorte de condamnation, on pourrait dire de condamnation à mort presque, il y a un enquistement, il y a une intériorisation par le jeune de la fatalité. Et ça, c'est la pire des choses. Il intériorise la fatalité, il se dit c'est comme ça ne pourra jamais être autrement. Et cette intériorisation de la fatalité fait qu'il est lui-même, en quelque sorte, le complice de sa propre exclusion. Il devient le complice de sa propre exclusion et il se construit une histoire au terme de laquelle la seule chose qui peut réussir, c'est son propre échec. Et pour que l'élève puisse s'identifier à l'enseignant, il faut que les enseignants puissent s'identifier aux élèves. Or, spontanément, les enseignants ne s'identifient pas à des élèves qui sont trop différents de l'élève qu'ils ont été. Et je me disais aussi que les gens, chacun d'entre eux, ils sont entrés dans deux grands mouvements, je dirais, vis-à-vis d'eux-mêmes et d'autrui. Ça a été soit le renfermement, soit l'agressivité. Et donc c'est un peu, et ça me parle encore une fois de cette désolation et de cette solitude partagée, quoi. Donc face à l'autre, il n'y avait pas moyen, en tout cas à ce moment-là, de créer des alliances, de créer du soutien, de créer une parole partagée.
Et donc, chacun, ben voilà, il était soit dans leur enfermement, il savait même de soi parfois, hein, et on s'est coupé d'eux-mêmes, de leurs valeurs, etc. pendant un temps pour pouvoir traverser. Et d'autres, ben, ils sont devenus agressifs. Et si on vient lui dire, tiens, comment est-ce que je peux t'aider à te concentrer mieux en classe, il pourrait, dans l'absolu, parler du mécanisme qui l'amène à gamberger, à penser autre chose, et ne pas parler de sa situation personnelle. Mais je pense que c'est difficile pour un jeune de faire ça. Déjà pour un adulte, c'est difficile, donc pour un jeune d'autant plus. Donc effectivement, ils vont s'enfermer. Et je me dis que si un jeune est vraiment très enfermé, je me dis que c'est important peut-être de partir du prof qui peut lui dire, écoute, je te vois là, j'essayais de venir parler 2-3 fois avec toi, moi je n'aime pas, en tout cas c'est ce que je dis souvent aux jeunes, moi dans ma position, je n'aime pas venir te tirer le verre du nez, te faire violence pour que tu me parles, parce que ce qui m'intéresse de te parler, c'est qu'on puisse faire alliance pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans la situation. Mais en tout cas, si je ne connais pas ton problème, moi je connais les miens. On dit souvent d'un jeune, il ne réussit pas parce qu'il est démotivé. Moi, je crois que c'est exactement le contraire, que dans l'immense majorité des cas, on est démotivé parce qu'on n'a jamais réussi. Et que surtout, personne ne vous a aidé à réussir et ne vous a montré que vous pouviez réussir. Et vous voyez bien que ça se débloque toujours quand on parle de monsieur un tel, de madame un tel. J'ai rencontré la personne. Ce n'est pas le professeur, c'est la personne. Ce n'est pas la fonction, c'est la personne. C'est toujours la personne. C'est vraiment, posons-nous, analysons les choses, permettons à l'adolescent de retrouver en lui ses pensées, ses ressources, ses valeurs en fait. Qu'est-ce qui peut être porteur pour lui d'un changement? Puisque chaque fois qu'on doit s'adapter, chaque fois qu'on doit apprendre, au niveau de notre cerveau, c'est vécu comme quelque chose d'anxiogène. Donc il faut créer un climat de sécurité pour que le jeune ose faire ce pas dans l'inconnu qui est l'apprentissage, prendre ce risque. Donc pour qu'il puisse prendre ce risque, il faut déjà lui dire qu'on ne va pas lui mettre un contrôle pour compter le nombre d'erreurs et baisser sa note, alors qu'il est lui-même dans la période de déstabilisation. Dès qu'il y a des difficultés, la tendance de l'adulte est de revenir sur ses positions. C'est-à-dire, mon rôle est de transmettre, pas d'accompagner. C'est très déstabilisant d'accompagner, parce que quelque part, on est responsable de l'assimilation. Tant qu'on est responsable que de la transmission, on peut dire, ils ne travaillent pas. Quand on est avec eux, quand ils travaillent, on ne peut plus dire, ils ne travaillent pas. Il faut être capable d'accepter qu'un enfant mette plus ou moins de temps, y arrive, n'y arrive pas. Il faut être capable d'accepter qu'un enfant se révolte. Il faut être capable d'accepter qu'un enfant dans sa vie a des choses qui le perturbent et auxquelles on ne peut rien, et qu'il faut simplement accompagner cet enfant pour lui permettre d'avancer. Il faut accepter, il faut se remettre en cause. Et ça, c'est très compliqué. Et rien ne doit menacer l'enfant, l'adolescent, l'adulte qui veut apprendre, et en particulier pas le danger d'avoir immédiatement une mauvaise note si on se trompe, pas le danger d'être sanctionné si on a échoué, pas le danger d'être humilié si on trébuche et que l'on est ridicule. Parmi les quelques clés qui ont beaucoup d'effet sur les élèves, c'est justement de travailler sur l'erreur. Montrer que l'erreur, elle a deux statuts importants avec l'apprentissage, un écart à la norme et un statut d'information intéressante. Quand on est dans l'apprentissage, l'erreur n'a qu'un statut d'information intéressante. Et avant l'apprentissage ou après, on peut faire des évaluations diagnostiques ou des évaluations sommatives. Et dans ce cas-là, l'erreur, c'est l'écart à la norme, c'est rien d'autre. C'est-à-dire que l'enseignant, pour pouvoir travailler en équipe, il faut qu'il s'accorde le droit à l'erreur. Et il faut aussi qu'il s'accorde le droit de j'ai besoin d'apprendre et je vais faire des essais. Donc je vais expérimenter dans ma classe. Avec ce groupe-là, qui a une alchimie qui n'appartient qu'à ce groupe-là. Parce que chaque groupe est vraiment très différent. C'est très étonnant les groupes, hein, les alchimies que ça fait. Et dans ce groupe-là, il se passe ça, je vais essayer ça. Et je vais essayer parce que humainement, je pense que c'est correct. Mais laissez-moi expérimenter. Et si ça ne marche pas, j'essayerai autre chose. Jusqu'à ce que je trouve le bon passage qui fait qu'ils peuvent rentrer en apprentissage, puisque c'est ça la mission que j'ai.
Mais du coup, je m'accorde le fait que je peux me tromper. Mais je peux ne m'accorder le fait de me tromper que si l'institution m'accorde le fait de me tromper. Il me semble indispensable de travailler avec des enfants et non pas avec des élèves. Les enfants sont là, ils ont un rôle d'élève, ils ont une responsabilité d'élève, mais ce sont des enfants. Si on occulte la dimension enfant, on passe à côté de l'élève parfois. Donc, il me paraît important d'avoir cette dimension humaine au cœur du processus de transmission. Parce que est-ce que la République accueille tout le monde ou alors elle ne peut accueillir que quelques-uns et les meilleurs? Elle est où la réalité? Et on met l'école au service de quelle réalité? Fabriquer une élite? C'est le cas. Et avoir à chaque évaluation PISA un peu plus d'élèves qui sont en perdition, en échec scolaire, qui n'ont aucune compétence reconnue socialement, et qui en plus, pour eux-mêmes, savent qu'ils sont sous la moyenne et qu'ils n'ont plus grand-chose à perdre. On a le devoir de retrouver de l'espérance. Et ça, pour moi, c'est vraiment un truc très important. Parce que si j'y crois pas moi-même, comment je peux accompagner d'autres qui, eux, n'y croient plus? L'adulte n'a jamais fini de tendre la main et en même temps, il ne peut rien faire sans la liberté et la volonté du jeune qui décide lui aussi d'y aller et de se projeter dans l'avenir. C'est cette rencontre entre un adulte qui doit tout faire mais qui ne peut pas faire l'essentiel, qui ne peut pas se mettre à la place du jeune, et un jeune qui doit entendre ce que dit l'adulte mais aussi prendre le risque de se projeter dans l'avenir et à un moment faire un pas qui le dégage de la fatalité. C'est cette rencontre qui constitue l'événement éducatif par excellence. C'est cette rencontre qui fait qu'un sujet émerge, c'est cette rencontre qui fait qu'un futur devient possible, qui ne sera pas nécessairement la reproduction du passé. Développer la prise de conscience, à ce qu'ils prennent conscience qu'il y a des élèves qui regardent moins que d'autres, à s'entraîner à l'empathie, c'est-à-dire à se représenter ce que l'élève sent, ce que l'élève repense, et le distinguer de ce que lui-même il sent et il pense, ce qui n'est pas facile, deuxième partie. Et du coup, réaliser que pour lui, ça sera plus difficile avec les élèves qui diffèrent trop du modèle de l'élève qu'il a été. Mais à partir du moment où il prend conscience de cela, il va pouvoir y faire attention. Et donc, corriger une sorte d'habitude qui prendrait toute la place s'il n'y a pas eu de prise de conscience là-dessus. Je pense aussi que parfois, ou le système école, ou l'équipe éducative, et ça c'est quelque chose qu'on vit dans tout système, hein, dans les hôpitaux, et je travaille parfois dans les entreprises, on se ferme vraiment en disant ça ne peut pas être fait dans l'école, on ne peut pas faire ça dans l'entreprise, on ne peut pas faire ça. Et en fait, et comme on imagine qu'on risque de devoir donner une réponse tout à fait hors norme, tout à fait hors contexte, on préfère ne pas aller chercher. Mais la plupart du temps, ce ne sont pas des choses très 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 importantes qu'il faut éventuellement aménager pour un jeune en fait. Voilà, soit on est enseignant et pendant des années on est là à pleurer sur ce système, quelle institution épouvantable, le système qui ne fera jamais bouger. Tu sais, l'histoire du mammouth, c'est épouvantable, rien ne bouge. Regarde toutes les réformes qu'on propose, les enseignants n'en veulent pas, vraiment c'est pas pratique, et c'est pas facile, etc. Soit on se dit, bah attends, là où je suis, aujourd'hui, là tout de suite, dans l'urgent, je peux faire quoi? Quelle est la plus petite chose moi, que je peux faire varier et qui fait que je deviens plus humain dans l'enseignement que je suis en train de prodiguer? Et j'y vais. Et le lendemain, je cherche une autre petite chose. Et puis si ça marche, je continue. Si ça ne marche pas, je reviens en arrière, j'en fais une autre.